Hop. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Alors, Agathe, bonjour tout le monde. bonjour Mireille. Alors, désolée pour le retard, on a eu des soucis de connexion. Surtout Mireille a couru un peu partout. Donc, pour pouvoir trouver la connexion, désolée en tout cas. Voilà, on espère que vous êtes toujours disponible et que c'est bon pour vous. N'hésitez pas à nous dire du coup dans le bouton de discussion si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. C'est toujours rassurant pour nous. Voilà, n'hésitez pas. Sachez également que vous avez le bouton Q et R qui est là pour poser vos questions tout le long de la session. Et moi, ça me permettra à la fin, on a prévu un petit temps de questions-réponses où vous pouvez du coup poser vos questions sur ce bouton-là Q et R tout le long de la session. Et après, du coup, à la fin, on va pouvoir les récupérer à cet endroit-là. Voilà, super. Merci beaucoup pour vos retours en tout cas. Merci de nous dire que c'est OK pour le son et l'image, ça nous rassure bien. C'est déjà une chose qui se passe bien. Et puis, je pense qu'on va pouvoir commencer. Hein. Donc là, nous, on voulait vous proposer un webinaire sur l'été et les vacances en pleine forme avec l'Ayurveda. Alors évidemment, on a choisi le seul jour où il commence à pleuvoir, mais bon, c'est un autre sujet. J'espère que ça va bien pour vous et puis je vous propose de commencer dès maintenant. Et pour ce webinaire, du coup, on est accompagné de Mireille Vidal, qui est praticienne en Ayurveda. Hop. Alors, évidemment, c'est moi qui va commencer à avoir du souci pour passer les slides. Voilà, c'est bon. Je te laisse prendre la suite, Mireille, et te présenter. Oui, merci Agathe. Namasté à tout le monde. Hein. C'est la façon de se saluer selon les sciences védiques. Et ça signifie « je reconnais le divin qui est en toi et je reconnais le divin qui est en moi ». Donc, moi, je suis, pour vous faire un petit descriptif rapide, je suis venue à l'Ayurveda grâce à une dépression à la quarantaine et j'ai commencé par rencontrer le yoga. Et comme ça m'a vraiment aidé à retrouver mon équilibre, j'ai vraiment eu envie d'aller plus loin et à la fois de me former et ensuite de partager cette médecine ancestrale. Donc, l'Ayurveda, si on peut résumer, malgré que ce soit une science irrésumable, parce que c'est infini, Ayur, c'est science, justement, et Veda, ça signifie la vie. Donc, c'est vraiment se connecter à l'énergie microcosme, macrocosme, comprendre ce qui se passe à l'extérieur de nous et qui va avoir un impact à l'intérieur et arriver à rester magnifiquement connecté à cet équilibre, à cette harmonie, ce qui n'est pas évident dans nos sociétés où voilà, hein, on a la montre au poignet, connectée avec des SMS, des mails, etc. L'Ayurveda est une médecine qui est reconnue par l'OMS. Chez nous, malheureusement, non. Hein, un médecin ayurvédique est qualifié de naturopathe. En Inde, on se soigne, surtout les plus proches de la nature et souvent dans les villages un peu retirés. C'est une vraie méthode de soin avec un médecin ayurvédique. Oui, Agathe? Non, pardon, je commentais. Ou quand vous allez rencontrer un médecin ayurvédique, il va vous prendre le pouls. Alors en Ayurveda, il y a 3 pouls qui sont les énergies dont on va parler après, hein, comprendre ces éléments qui font partie de nous, qu'on appelle Vata, l'air, Pitta, le feu, celui dont on va parler aujourd'hui, l'été, hein. Et Kapha, c'est le côté terre qu'on va rencontrer plutôt dans les saisons humides, les printemps. Voilà, donc le médecin ayurvédique vraiment va commencer par lire avec ses poux l'énergie de cet instant, qui n'est peut-être pas forcément votre énergie de naissance. On arrive tous dans la vie. Alors, il y a aussi une partie importante, c'est que l'Ayurveda, on ne peut pas parler des sciences védiques sans approcher cette médecine, sans parler de spiritualité forcément.
C'est-à-dire que si vous venez me voir en consultation, je vais vous parler de la dimension de votre âme, je vais vous parler de chemin de vie et forcément d'incarnation et de réincarnation. Donc, il y a une part karmique. Voilà. Après, on intègre, on n'intègre pas. Si on n'intègre pas dans cette vie-là, c'est pas grave, il y en a d'autres, hein, des vies. Voilà, donc le médecin ayurvédique vous propose dans son ordonnance des asanas, c'est-à-dire des postures de yoga, des respirations, des méditations, des mudras, ces jolis gestes qu'on voit avec les mains souvent quand on voit des photos qui parlent de bien-être, donc une alimentation et aussi des soins. Voilà, moi je m'occupe de la partie soins et toutes ces techniques servent à ramener l'humain dans son équilibre de base, c'est-à-dire rester ou redevenir la plus belle partie de vous. Je reviens sur les énergies Pitta, Vata, Pitta, Kapha. Aujourd'hui, on va se centrer sur Pitta parce que l'été est une saison Pitta et trouver des solutions grâce à l'Ayurveda selon Pitta, ça veut dire déjà comprendre cette énergie de feu en nous et à l'extérieur et comment arriver à rester en équilibre en se rafraîchissant au niveau du mental, par l'alimentation aussi, par les heures de la journée. Alors tout à l'heure, il nous est arrivé un petit souci avec Agathe justement, et on était dans ce qu'on appelle l'heure Pitta, c'est-à-dire en Ayurveda, les tranches horaires, hein, les reliances au cycle circadien se fait toutes les 4 heures. Donc, de 6 heures à 10 heures le matin, je vais être dans l'énergie Kapha. Et ensuite, de 10 heures à 14 heures, je suis dans l'énergie Pitta, l'énergie du feu. Donc voilà, si vous avez une situation complexe qui se manifeste entre 10 heures et midi ou aussi le soir 22 heures, pardon, 2 heures du matin, vous êtes dans cette énergie de feu. Donc, c'est vraiment des situations qui peuvent dégénérer rapidement, où on peut être énervé plus facilement, surtout quand la chaleur est à l'extérieur aussi. Voilà. Donc, je me permets juste de faire un petit disclaimer. Je ne voulais pas te couper avant, mais du coup, c'est important que je le fasse parce que du coup, tu as mentionné que le praticien en Ayurveda était médecin en Inde et c'est important de remettre en perspective qu'en France, ce n'est pas le cas et que du coup, ça ne substitue pas du tout à un accompagnement avec un médecin généraliste, avec un spécialiste et voilà, ça peut accompagner pour différents troubles et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Mais voilà, c'est vrai que ça ne vient vraiment pas en substitution, mais en accompagnement. C'est complémentaire à la médecine classique française. Voilà, excuse-moi, c'était important de faire cette petite aparté. Tout à fait, Agathe. Et donc, les énergies de ces doshas, hein, doshas, c'est les énergies. On va rencontrer Vata, qui est le couple entre l'air et l'éther. Donc, on a des constitutions et des physiologies. Alors, quand on parle constitution, c'est aussi bien mental que physique. Et vous pouvez avoir des différences, c'est-à-dire avoir un mental très Vata, par exemple, si on prend le cas d'Agathe, qui est dans la communication, tout ce qui se sert d'Internet et cette communication immatérielle, c'est vraiment une sensibilité au niveau de ce qu'on peut percevoir, ce qu'on peut comprendre dans la rapidité. Au niveau du corps, c'est pareil. Les gens Vata, vous allez retrouver des silhouettes fines, des gens qui sont en mouvement, des gens qui sont artistes, des gens qui aiment se déplacer. Quand vous parlez avec quelqu'un qui est Vata, il est tout le temps en mouvement. Vous sentez, il est très aérien, il va parler avec ses mains, un peu comme les Italiens. Ou... Voilà, ça, c'est Vata. Ou alors des jours aussi, nous, s'il y a du vent à l'extérieur, parce que voilà, il y a aussi des éléments extérieurs qui vont venir aggraver ou pacifier notre équilibre personnel ou notre déséquilibre. Le vent est aussi une caractéristique, un élément Vata qui va aggraver votre Vata si vous avez des caractéristiques de sécheresse, des articulations qui craquent, du froid. Voilà, un petit appétit, l'irrégularité, tout ce qui fait l'irrégularité est soumis à l'énergie de Vata. Le deuxième élément, le deuxième dosha, c'est Pitta. Donc Pitta, vous voyez que c'est le feu et l'eau.
la majeure partie, c'est le feu dans Pitta. Et le feu va nous amener la chaleur du corps, une bonne digestion, des gens qui sont compétitifs, ils aiment la compétition, ils sont leaders. On dit que Pitta, c'est à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est-à-dire que quand vous avez un Pitta autour de vous, il aime vous aider à trouver des solutions. Même si vous ne lui avez rien demandé, il ne peut pas s'empêcher. Il aime prendre des décisions pour un groupe. Il a besoin de ça. Alors, des fois, c'est mal interprété parce que ça va être trop. Et ils ne comprennent pas souvent que les gens se mettent à distance. Mais c'est simplement que le feu qui anime Pitta peut aussi être le feu qui brûle Pitta. Et ça, on revient là aussi sur cette notion d'équilibre-déséquilibre. C'est toujours rester dans la part belle de ces doshas. Le troisième dosha, c'est Kapha. Là, on est sur une énergie beaucoup plus lourde puisque c'est un mélange de terre et d'eau. Kapha, ça va être le côté maternant chez quelqu'un, des gens beaucoup plus lents. Il ne faut pas les bousculer. Au niveau du métabolisme et de la corpulence aussi, ils sont plus ronds. Hein. C'est le côté lunaire, le côté froid, c'est la douceur. C'est vraiment en symbolique, on dit que c'est le côté maternant. Hein. Voilà, dans tout ce qui va être rond, réconfortant, c'est Kapha. Au niveau du mental, c'est pareil. Si vous êtes très Pitta et que vous avez un compagnon de vie ou une amie qui est Kapha, si vous la bousculez, elle va aller se mettre dans sa coquille et il va falloir attendre qu'elle ressorte. Et vous aurez beau faire, elle aime avoir le temps, elle a besoin de se poser et de réfléchir. Voilà pour ces trois énergies. Aujourd'hui, on se concentre donc sur Pitta, la chaleur, l'intensité, l'énergie, le feu. Et arriver à trouver des solutions au naturel, bien évidemment, pour arriver à modérer votre feu si vous êtes reconnu dans l'énergie Pitta. Pour ceci, on peut passer au petit test, Agathe. Oui, absolument. Tu veux peut-être expliquer déjà ? Alors oui, vous avez des questions, on a préparé des questions et vous allez devoir mettre des croix dans les propositions qui vous ressemblent le plus pour arriver à la fin du test à voir quel est votre dosha ou l'énergie dominante. Vous pouvez être ex aequo. Par exemple, vous retrouvez avec autant de Vata que de Pitta que de Kapha, ce qui est merveilleux parce qu'à ce moment-là, vous êtes tridoshique et c'est vraiment parfait. En général, ce n'est pas vraiment le cas. Dans notre énergie, nous, on est souvent très Pitta. Alors surtout, nous, on habite Cannes, c'est les Méditerranéens. Dans le nord, ça va être peut-être Vata Pitta. Et par exemple, en Inde, ils sont très Kapha. Donc, voilà, je vous laisse faire le questionnaire. Je n'ai pas les questions sous les yeux, par contre. Agathe, tu les as? Elles sont là, je viens juste de changer la diapositive. Merci. Du coup, vous pouvez noter en fonction sur un petit papier ce que vous êtes. Je vais le faire aussi. Tu veux peut-être les lire à haute voix également ? Je voudrais simplement vous accompagner en vous disant, essayez d'éviter de mettre du mental dans la réponse. Observez-vous avec l'intuition. Voilà. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est effectivement avec un besoin de mouvement assez incessant ou alors c'est vraiment le côté, par exemple, organisé, juste, efficace, ou est-ce que ça va être la lenteur qui prédomine dans votre façon de penser? Voilà. Voilà, et c'est éviter de mettre trop d'intellect dans vos réponses. Soyez connectés à votre intuition, c'est aussi un bon travail d'être à l'écoute de soi. Il y a peut-être des... Oui, je vais essayer peut-être d'accompagner sur la musculature. Alors, parce qu'on dit par exemple Vata, raide, mal développé. On dit Pitta, solide, bien développé. Et par exemple, Kapha, on nous propose moyennement développé. Les tempéraments, alors là, je parle de la métabolique, hein, du physique solide et bien développé pour Pitta. C'est souvent des gens qui prennent du muscle assez facilement, mais aussi du poids. Hein, ils ont une bonne fourchette, ils ont un bon coup de fourchette, mais ils sont harmonieux.
quand vous les voyez, et quand vous voyez arriver quelqu'un de Pitta vers vous, vous arrivez à deviner tout de suite une silhouette harmonieuse. Chez Vata, c'est plutôt des caractéristiques de déséquilibre. Enfin, de déséquilibre, on va avoir une minceur, voire une maigreur, ou alors un haut du corps beaucoup plus fin que le bas du corps, des bras plus longs. Voilà. Il faut imaginer qu'il est animé par l'air, donc l'air va donner du mouvement dans la silhouette. Ça peut aussi, au niveau des orteils, par exemple, les orteils qui se chevauchent, ou les doigts et les mains donnent beaucoup de caractéristiques au niveau des doshas. Donc, si vous avez des doutes, regardez vos orteils. Si vos orteils sont harmonieux, il y a de fortes chances pour que vous soyez soit Pitta, soit Kapha. S'il y a du courant d'air qui est passé dans les orteils, il est fort probable que vous soyez Vata. La graisse qui s'accumule aussi, c'est un élément qui nous donne des indications. Vata a du mal à prendre du gras, sauf autour de la taille. Mais ça donne ces silhouettes où souvent il y a une finesse au niveau du corps et toujours un abdomen un petit peu proéminent. On dit que Vata, c'est le siège du côlon, donc l'énergie Vata se met souvent dans le ventre. Alors que Pitta, vous voyez, il arrive à harmoniser aussi sa façon de prendre du poids. Et Kapha, c'est l'inverse, ça va plutôt être au niveau des hanches, des cuisses, voilà, sur un peu le côté chez la femme latine, méditerranéenne, on a ces caractéristiques. Le rapport aussi à la nourriture, votre façon de manger. Si vous êtes avec quelqu'un de Pitta, si vous travaillez dans des bureaux ou avec quelqu'un qui est très Pitta, à midi, il va vous dire, même s'il n'a pas de montre au poignet, j'ai faim. Viens, on va déjeuner, j'ai faim. Ça, c'est vraiment l'énergie, le feu digestif de Pitta. Il a une pendule, hein, il a un bon feu digestif. Hein, c'est quelqu'un animé par le feu. Donc, les fonctions digestives se présentent et quand c'est l'heure déjeuner, il a besoin de manger. Alors que quelqu'un de Vata peut se mettre à un travail passionnant, un artiste, je sais pas, qui se met à créer un morceau de musique ou à une œuvre créative, tout ça. Vata va terminer la journée et se rendre compte qu'il n'a pas mangé. Il n'y a pas le même rapport aux besoins de base. Ils ne se nourrissent pas de la même façon. Et pour Kapha, c'est des gens qui aiment bien manger, mais souvent, ils ont un mauvais système digestif. Voilà, ils sont obligés de faire attention parce que le système digestif est plus petit. Hein, on est encore dans ce rapport à la terre et à l'eau qui donne plus de lourdeur. Ok, hyper clair. Est-ce que si vous avez déjà fini de faire le test, vous pouvez peut-être nous dire dans la discussion si vous avez une prédominance. Moi, en même temps, je l'ai fait et je suis ex aequo Pitta Vata. Donc, je l'avais déjà fait et c'était bien ça qui était ressorti. Donc, c'est assez rigolo de retrouver la même chose. Ah, on a aussi, du coup, deux Vata, Kapha Pitta. Kapha, prédominance Kapha également, Vata, Vata plus plus plus. Très bien. Beaucoup de Vata du coup. D'accord. Alors, par rapport au dosha, c'est pareil. Ça peut changer en fonction de l'endroit où on vit. Ici, en France, on aime bien le côté compétitif de Pitta, hein. Être à l'heure, être organisé, avoir des projets à court terme, moyen terme et long terme pour la carrière, pour faire des enfants, pour avoir une voiture plus grosse que la précédente, etc., etc. Ça, c'est très Pitta et c'est pas... enfin, voilà, c'est un fonctionnement qui est tout à fait honorable, hein. On a besoin de ce feu. En Inde, les gens aiment l'énergie de Kapha. Voilà, c'est un pays où la lenteur est privilégiée. Les Indiens ont une connexion à la vie qui est différente de nous. Ce n'est pas très important, bien sûr qu'il faut gagner sa vie, mais l'énergie Kapha, qui est l'énergie de l'endurance et de la préservation, on va la rencontrer beaucoup plus dans les tempéraments que chez nous, où c'est plutôt Pitta et Vata qui se rencontrent chez nous. Il n'y a pas de
de bon dosha ou de mauvais dosha. Le tout, c'est vraiment de rester la plus belle partie de vous et d'arriver à sublimer votre dosha. Si vous êtes un pitta, on va prendre des pittas, il y en a beaucoup dans le système juridique, les avocats, la police, voilà, ce tempérament, cette constitution donne de la précision, une rapidité d'esprit, ils sont réactifs. Alors, un pitta en équilibre, c'est-à-dire qui a une vie affective épanouissante, qui a voilà, un métier qui le comble, qui a une bonne alimentation, il va être ce leader charismatique qui nous embarque avec lui. Et on aime bien avoir ce genre de personnage autour de nous. Il se retrouve que le même pitta, il a du stress au travail, il va avoir des soucis dans sa vie personnelle, il ne prend pas le temps de manger, il va être hyper sollicité, il va faire très chaud. Il a un poste, il est muté à l'étranger, il n'a pas considéré sa constitution de base, il ne la connaissait pas. Il va commencer à manger des aliments aussi qui maintiennent le feu ou qui vont déséquilibrer son feu. Et là, il va se retrouver avec, au lieu d'être charismatique, il va se retrouver à être agressif avec lui. Donc, c'est les manifestations, tout ce qui va être chaud, parce que Pitta, c'est aussi le foie. Donc des désordres, ça peut être chez les femmes des règles hémorragiques où on voit que le corps essaie de nettoyer les incohérences. Chez les hommes, ça peut être, en Ayurveda on parle de tout, je suis désolée, ça peut être aussi des manifestations d'hémorroïdes, des remontées acides, tout ce qui va être urticant aussi au niveau de la peau. Dans le tempérament, voilà, une impatience, des gens qui se mettent en colère très vite. Ils sont happés par leur colère, et en fin de compte, derrière, ils sont souvent tristes, mais ce qui va se rencontrer en premier, c'est la colère. Alors, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes d'une qualité dominante Pitta, qu'il est midi, et qu'il fait chaud dans la région où vous vivez ou dans le pays, et que vous allez demander une augmentation, et que vous êtes habillé en rouge et que vous êtes en retard, là, vous faites très, très, très attention parce qu'il se peut que voilà, ça se transforme assez rapidement dans quelque chose de conflictuel. Voilà. Donc, je voulais juste vous faire cette petite parenthèse pour vous amener à comprendre que l'Ayurveda, c'est vraiment observer les éléments à l'extérieur pour arriver à se reconnecter à l'intérieur et trouver ou retrouver cette harmonie. Tout est l'harmonie, elle n'est jamais définitive et la disharmonie non plus, heureusement d'ailleurs. Voilà, pour le petit questionnaire. On va passer aux saisons et aussi les étapes de la vie. C'est aussi très intéressant et ça nous donne beaucoup d'indulgence. Et vous allez voir qu'il y a une cohérence aussi, une harmonie dans la vie. La période de l'enfance, jusqu'au moment de la mise en place des hormones, on va être dans l'énergie kapha. Alors, c'est vrai qu'on le rencontre aussi au niveau des manifestations, des maladies, souvent, puisque kapha, on a vu, c'est un mélange d'eau et de terre. On va rencontrer dans l'enfance beaucoup de manifestations liées à du mucus. Ça fait penser à ce mélange, eau et terre. Donc, tout ce qui est maladie ORL et où il y a une congestion avec du mucus, avec de la lourdeur, avec cette énergie de froid et d'humidité. Donc, souvent, les enfants sont vraiment avec les sinus encombrés. Voilà, on fait attention à éviter ces saisons humides, surtout quand l'enfant est malade. Là, c'est pareil. Besoin de lenteur, besoin d'être accompagné, besoin de ralentir les choses dans ce moment de l'enfance où les compétences qui vont être ranimées par l'adolescence. À l'adolescence, il y a le feu de Pitta qui va venir avec les hormones réveiller le dosha kapha. Là, durant l'enfance, c'est vraiment ce temps, de ne pas trop bousculer les enfants, leur laisser le temps d'être dans l'énergie kapha de leur enfance et du printemps et de comprendre que voilà, il y a un rythme en tout. L'énergie de Pitta dans les étapes de la vie. Alors, l'enfance, c'est 0-14 ans ou alors c'est de la naissance
au moment où les hormones se mettent en place. Chez les petites filles, ça peut se manifester avant, hein. La période de Pitta, c'est, on va dire, donc à partir du moment où les hormones sont bien en place, alors en Ayurveda, il y a des étapes qui sont tous les 7 ans. Donc on est en énergie Pitta jusqu'à 49 ans, 7 fois 7, 49. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, à 49 ans, vous devez avoir accompli vos désirs. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, voilà, si vous avez envie d'avoir, je sais pas moi, une grosse voiture, une grande maison, voilà, une belle réussite professionnelle, vous êtes animé par ce feu, c'est vraiment dans l'énergie de Pitta, l'âge adulte. On est animé et ça va nous aider. Si vous êtes connecté à ça, c'est tout à fait légitime et il faut vraiment foncer et vous appuyer sur votre énergie du feu. D'accord, ça peut expliquer la crise de la cinquantaine, par exemple. Voilà. Alors, si vous écoutez votre corps, mais souvent, dans notre société encore, hein, Pitta est bien vu parce qu'on aime les gens compétitifs, etc., etc. Mais dans d'autres pays, il y a l'âge de la sagesse. Et là, c'est vraiment très joli, notamment en Inde, en Afrique. La sagesse, c'est l'enseignement. Et à partir de 49 ans, bon, avant, on mourait plus jeune aussi, hein, mais on le rencontre quand même dans l'énergie des personnes. À 49 ans, on devrait se délester de tout ce qui est matériel, bon, autant que faire se peut, hein, bien sûr, on ne vit pas non plus dans un ashram, hein, on est là incarné, donc il faut continuer d'avoir des comptes bancaires et d'être dans le matériel. Mais l'idée de l'énergie Vata, ça va être je dématérialise ma vie physique le plus possible et je vais partager dans la légèreté de Vata. Vous vous souvenez que Vata, c'est la communication, l'intuition, la spiritualité, voilà, le détachement. Souvent, d'ailleurs, on voit, par exemple, en Afrique, il y a le sage qui est assis sous l'arbre à palabre, et c'est celui qu'on va conseiller, qui va nous conseiller quand il y a des conflits dans le village. Voilà. Et il s'est déjà retiré et il est là pour amener une vision beaucoup plus subtile, une vision globale par rapport à Pitta, qui est encore dans la bataille, hein, les manches retroussées, en train d'essayer de trouver des solutions dans l'action. Vata, ça va être vraiment, je trouve, des solutions, mais de façon, en me connectant de façon globale. C'est celui qui sait observer et qui sait passer tout son enseignement. Et comme les choses sont bien faites, hein, il y a toujours en Ayurveda, il y a toujours ce microcosme, macrocosme. Vous voyez aussi souvent les mantras, hein, ces dessins comme ça ronds où tout est dans tout, c'est jamais fini, hein. Bah oui, puisqu'il y a l'incarnation et la réincarnation. Souvent, les personnes âgées vont s'occuper des enfants. Quand c'est bien fait, quand c'était bien fait autrefois, qu'on avait la place pour garder toute la famille dans le même endroit, forcément, pourquoi? Bah parce que Kapha, qui a besoin de lenteur, va pouvoir être nourri par Vata. Et inversement. Voilà. Donc, si vous voulez, le dosha le plus actif, c'est Pitta. Donc, si vous êtes en saison Pitta, ben, profitez-en, allez-y à fond. Et après, essayez de respecter cet équilibre qui va être plus de détachement et moins de vie matérielle, plus de vie spirituelle. Voilà pour les étapes de la vie et les saisons. Je fais juste quelques précisions sur les saisons, parce que des fois, on ne comprend pas bien les saisons. Donc, pour la saison Pitta, tout le monde a compris, c'est le plein été, c'est la grosse chaleur. La saison Kapha, ça peut être au printemps, puisque c'est tout ce qui va être humide. Le printemps est souvent humide. Mais ça peut être aussi l'hiver. Si vous vivez dans un endroit avec des hivers humides, ça peut être aussi connecté à la saison Kapha. Pour la saison Vata, c'est l'automne, puisque l'automne, c'est le moment où le vent, les feuilles tombent des arbres. Mais ça peut être aussi en hiver, parce que si c'est un froid sec, le sec du froid va amener de la sécheresse dans le corps. Voilà pour les petites subtilités des saisons dans l'année.
Comment être la plus belle version de soi grâce à l'Ayurveda? Alors en Ayurveda, il faut savoir que même si ça paraît être une science très éthérée, hein, puisqu'on parle de spiritualité, de corps incarné, etc., il y a beaucoup de routines. C'est vraiment des disciplines ascétiques. Le médecin ayurvédique vous demande tous les jours, pour être la plus belle version de toi, tu dois être ta priorité et honorer ton corps comme un temple. Donc, tu dois prendre soin de cette enveloppe qui t'est prêtée de façon provisoire parce qu'elle abrite ton âme. Donc là, j'en viens aux petites routines. Je vais vous montrer, je ne sais pas si on voit, Agathe, vous voyez là, ce petit instrument qui s'appelle un gratte-langue. La première chose le matin en Ayurveda, voilà, on va commencer par rincer sa bouche avec de l'eau chaude, c'est ce que j'appelle la tisane ayurvédique. Une fois qu'on a rincé, on va cracher. Et avec ce petit instrument-là qui est en cuivre, alors pourquoi du cuivre? Parce qu'il y a aussi des propriétés anti-inflammatoires quand vous utilisez le rappelant en cuivre. Vous allez gratter votre langue délicatement, hein, de façon à enlever le dépôt que vous avez sur la langue. Voilà. Le médecin ayurvédique aussi regarde l'état de votre langue. Ça nous donne beaucoup d'indications par rapport à tout ce qui se passe au niveau du système digestif et dans le métabolisme. La langue est vraiment une cartographie très intéressante. Donc, le gratte-langue tous les matins, après le brossage des dents. Vous avez ensuite des petites brosses, des brosses comme ça. On fait du brossage à sec. Le matin, on se réveille et on commence par brosser, toujours du côté gauche du corps, parce que ça correspond au côté du cœur. Et on va créer une oxygénation, on va débarrasser les cellules mortes de la peau, on va favoriser le retour lymphatique et la microcirculation, on va réveiller le corps. Et une fois que vous avez brossé votre corps, vous allez appliquer de l'huile. Alors l'huile, elle va être différente. On va rester sur Pitta. En saison Pitta, si vous êtes Pitta, ça va être de l'huile de coco, parce que l'huile de coco a des qualités rafraîchissantes. Et quelque chose aussi de très important, et surtout en ce moment, depuis un certain temps, avec les maladies qu'on rencontre au niveau de la sphère ORL, ce joli petit pot qui s'appelle un Jalanetti sert à faire des lavages du nez. Donc, on remplit notre pot avec de l'eau tiède et du sel non raffiné, et on va procéder à vraiment un lavage du nez. Donc, on introduit l'embout dans une narine et ça va ressortir de l'autre côté. Si vous êtes intéressé, il y a des vidéos que vous pouvez trouver sur Internet où je peux vous partager une vidéo. Une fois que vous avez lavé votre nez, vous allez lubrifier. Vous avez compris qu'en Ayurveda, il y a beaucoup d'huiles. On se sert des huiles et ce sont des huiles thérapeutiques. Ça, c'est une huile qu'on met dans le nez. Alors, après les sorties de masque, par exemple, on avait tous la muqueuse assez desséchée. Quand il y a du vent, c'est pareil. Quand vous êtes très sollicité dans vos métiers, tout ce qui va être lié à l'énergie de Vata, c'est important de lubrifier le nez. Voilà. Donc, c'est juste 2-3 gouttes dans le nez. Au début, c'est un peu surprenant. Alors, oui, on trouve en pharmacie un lave-nez qui s'appelle Rinhorn. C'est la même version que Jalanetti, sauf que celui-ci, il est en céramique, mais Rinhorn, il est bien parce qu'il est en plastique. Enfin, moi, j'aime pas le plastique, mais pour le voyage, il est pratique. Voilà. Donc, j'en étais à mon huile pour le nez. Au départ, ça peut être un peu surprenant parce que on le sent, hein, ça tombe un peu dans l'arrière-gorge. Mais voilà, tout ce qui va être utile à la respiration doit être nettoyé parce que l'énergie vitale, selon l'Ayurveda, qu'on appelle le prana, est directement en lien avec la façon dont vous respirez. Donc là, on va passer à la partie justement de ce qu'on appelle les pranayamas. Ah non, on passe à l'alimentation, pardon. Alors, l'alimentation selon la saison Pitta, c'est aussi une alimentation de cohérence et d'équilibre. Donc, ça va être privilégier les aliments de saison, c'est-à-dire tout ce qui va amener de la fraîcheur au corps, aussi le côté sucré, amer, astringent, piquant, salé et acide.
ça va avoir des qualités rafraîchissantes et anti-pita. Éviter l'excès d'aliments piquants. Alors, c'est vrai qu'il y a une différence, on se sert beaucoup d'épices. Il y a une différence entre les épices très piquantes, comme le piment notamment, et des épices douces. Il y a aussi un élément, dans la catégorie produits laitiers, il faut que je vous partage ça, c'est le ghee. Alors, on repart aussi de l'origine du ghee. C'est un produit qui est extrait du lait de la vache. Il faut savoir que la majorité des Indiens qui sont hindouistes sont végétariens. On ne mange pas la vache. Elle se promène tranquillement dans les rues, même en pleine ville, et vous devez l'éviter. Mais par contre, on va retirer tout le sens sacré du produit qu'elle nous offre. Le ghee, c'est ce qu'on appelle aussi le beurre clarifié. Donc ça, c'est assez facile à faire. Et on s'en sert aussi bien pour cuisiner de ce ghee. L'avantage, c'est qu'on a retiré la protéine de lait, donc il ne brûle pas. Donc les Indiens s'en servent en cuisine, mais aussi pour faire des soins, pour masser les bébés. Il faut savoir que les bébés sont massés à l'arrivée sur Terre pendant 40 jours et la maman aussi, avec du ghee, et pour permettre une arrivée douce et harmonieuse. Et on dit aussi que le fait de masser les enfants, ça donne envie à l'âme de rester dans le corps. Voilà, le ghee, on en met dans les yeux, on en met dans les oreilles, on en met dans le nez et on en met dans la cuisine. On peut aussi calmer le feu de pitta en prenant, le matin, je vous ai parlé de la tisane ayurvédique, c'est-à-dire l'eau tiède. Quand on rince d'abord la bouche, on râpe la langue et on crache. Et ensuite, on boit cette eau tiède. Si vous avez des manifestations pitta au niveau de la muqueuse intestinale, la muqueuse digestive, vous allez prendre… Alors, nous, on n'est pas très habitués à boire du ghee. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça a un petit goût de noisette. Vous pouvez prendre une cuillère à café de ghee le matin dans votre eau tiède. Ça va permettre de lubrifier les muqueuses digestives et d'apaiser si vous avez des manifestations de feu, tout ce qui est ulcère, remontée acide, etc. Les légumes racines, les patates douces, carottes, navets, chicorée. La chicorée, elle est très intéressante pour pitta parce qu'elle est amère. Donc, tout ce qui va être gentiane, chicorée, curcuma, les endives aussi, ça aide bien à détoxiner le foie de pitta parce qu'on se souvient que pitta, il est sanguin. Et beaucoup de plantes aromatiques comme la coriandre, la menthe et le persil. Ce sont des plantes aromatiques qui sont rafraîchissantes. Donc, pour vous faire un exemple d'assiette, en ce moment, si vous mangez par exemple une tomate mozza avec du basilic, de la menthe, que vous continuez avec une patate douce ou un petit peu des légumineuses, les endives ne sont pas des légumes d'été. Ah ben voilà, alors pas d'endives. Mais si c'est pas en saison pitta, les endives sont à privilégier. Surtout au changement de saison, quand vous les détoxinez, voilà, toute l'amertume de l'endive va être intéressante. Je reviens à une assiette fraîcheur. Donc aussi ce qui va être les melons, les concombres, voilà, tout ce qui amène de la fraîcheur et de l'eau. Et terminer par un sorbet amène de la fraîcheur et va aussi calmer le feu de pitta. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur l'alimentation pitta? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'alimentation? Il n'y en a pas eu encore pour le coup. Tu avais une question avant sur l'huile pour lubrifier le nez. Est-ce que tu as une huile à conseiller? Alors, moi, je me sers de celle-ci qui est fabriquée chez Samskara, mais ce sont des produits qui sont assemblés en Bretagne. Il est en Bretagne, ce laboratoire, mais ce sont des produits qui viennent d'Inde parce que j'aime bien l'authenticité. Soit vous trouvez ce genre de petits produits, d'huile, c'est une base d'huile de sésame avec des plantes à l'intérieur. Soit vous pouvez aussi commencer
par lubrifier le nez avec du ghee ou de l'huile de sésame. Voilà. L'avantage de ce flacon, c'est qu'il y a un compte-gouttes et je trouve ça plus agréable au début. Voilà. Les fruits, alors, l'alimentation, c'est un peu complexe parce qu'on ne peut pas faire une généralité. Là, vraiment, aujourd'hui, on parle de si je suis Pitta, en saison Pitta. Si je suis Vata en saison Pitta, là où il va falloir manger des fruits plutôt cuits parce que ça va être plus facile au niveau de la digestion, et pour Kapha avec des épices, hein, puisqu'on a vu que Kapha avait un petit système digestif. Par contre, comme Pitta a un bon système digestif, il peut manger des fruits crus. Hein, vraiment, Pitta, c'est le plus privilégié par rapport à l'alimentation. Il a un très bon système digestif. Si vous avez une copine Pitta et que vous êtes de naturel Kapha, elle mange ce qu'elle veut. En général, si elle décide de perdre 3 kilos avant le maillot, elle les perd. Et si vous êtes Kapha, vous mangez la moitié de ces quantités, de ces portions. Et malheureusement, vous allez devoir faire du sport ou compléter par beaucoup de mouvements ou la suivre dans son entraînement pour brûler davantage. Voilà, juste pour revenir aussi à la saison Pitta, toujours pareil pour les tempéraments Pitta, privilégier les eaux, notamment l'eau de coco. Elle a des vertus, elle potentialise l'assimilation des nutriments. Elle est très rafraîchissante. Vous en trouvez soit parfumée avec du gingembre ou avec du citron. C'est assez doux, l'eau de coco, et c'est vraiment très rafraîchissant, très réhydratant. Et tout ce qui va être lait de coco aussi, cuisiner plutôt avec du lait de coco en ce moment. Et forcément, dans la cuisine, si vous ne voulez pas vous servir du ghee, vous pouvez aussi cuisiner avec l'huile de coco. Et si vous avez un érythème, par exemple, un jour, je sais pas, vous avez pris une insolation ou quoi que ce soit, pensez à vous masser la tête avec de l'huile de coco pour rafraîchir. Hein. Pitta, il souffre souvent de chaleur sur la tête. Ça aussi, c'est important. Pensez, même quand vous êtes en vacances, à protéger le sommet du crâne, hein, parce qu'il y a une grande sensibilité à la chaleur pour les Pitta. Voilà. Ils sont déjà, dans leur métabolisme, ils ont déjà une chaleur interne. Donc, cumulé avec la chaleur extérieure, c'est ceux qui souffrent le plus de la chaleur. C'est les Pitta, ils peuvent... voilà, en général, le soleil sur la tête pour Pitta, il n'aime pas trop. Hein, ça ne fait pas bon ménage. Alors que Vata va rechercher le soleil et va aimer se mettre à midi en plein soleil. Pitta, non, il cherche la fraîcheur. Alors là, on arrive donc cette fois-ci avec des exercices de respiration qu'on appelle les pranayamas, qui font aussi partie de l'ordonnance ayurvédique. Hein. C'est vraiment un élément majeur dans vos routines. Pranayama, ça veut dire aussi nettoyer. C'est exactement comme on prendrait une douche à l'extérieur. C'est nettoyer à l'intérieur, reparamétrer le calme. Donc là, je vous avais préparé 3 petits exercices de respiration. La première qui s'appelle Nadi Shodhana, qui est la respiration alternée. Elle rééquilibre les 2 hémisphères et surtout les émotions. Après, on va les voir un petit peu plus en détail. Brahmari, qu'on appelle aussi la respiration de l'abeille, qui va réguler la pression artérielle, le rythme cardiaque et qui agit vraiment au niveau de la détente de la boîte crânienne. Hein, quand il y a du surmenage et beaucoup de sollicitude au niveau de la boîte crânienne, elle va détendre les maxillaires et on a envie de bâiller quand on pratique Brahmari. Et en ce moment, Shitali, la respiration rafraîchissante qui va ramener de la fraîcheur et qui va nous aider à la gestion du stress au niveau du corps. Pour ton information, Mireille, il reste un petit 5 minutes. D'ailleurs, ton horloge sonne, l'horloge l'église. De l'église, on entend aussi. Voilà, du coup, peut-être qu'on n'aura pas le temps de de les faire tous. Je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être que tu en as un que tu préfères. Oui, alors je vais vous partager Shitali.
Chitali, il a une petite particularité, il faut savoir faire. Alors, c'est pas il faut savoir faire dans le sens je peux l'apprendre. C'est génétique, ça se fait ou ça se fait pas. Malheureusement, là, c'est voilà, ça fait partie des cadeaux ou pas. Il faut savoir faire une petite paille avec sa langue, c'est-à-dire comme ça. Et on va respirer. Oui, Agathe, tu arrives très bien, ça va. On va inspirer à travers cette petite paille en mettant son menton vers son cœur et on bascule sa tête vers l'arrière, comme ça. Et on va venir expirer par le nez en ramenant le menton vers le cœur. Voilà. Juste cette petite respiration. Essayez sur 2-3 inspires pour vous rendre compte à quel point Chitali ramène la fraîcheur dans le corps par le biais du larynx, on le sent, hein, ça descend dans la gorge et ça va réfléchir aussi au niveau du mental. Voilà pour Chitali. Nadi Shodhana, elle est extraordinaire aussi, on peut le trouver sur YouTube. Et Brahmari, moi je trouve que le soir, quand on a sollicité le mental, elle est vraiment très, on arrive à obtenir la détente. De toute façon, on le remarque tout de suite parce que les bâillements sont là. Juste une petite explication sur les respirations. Je rencontre souvent la réflexion de oui, mais ces respirations me fatiguent. Alors oui, quand vous avez un système nerveux qui est très sollicité, faire des respirations va vous faire basculer dans votre besoin de vous détendre. Parce qu'il faut comprendre que c'est dans la détente que le système nerveux peut se restaurer. Voilà, donc ça ne va pas durer toute la vie. C'est simplement qu'au début, l'organisme et le métabolisme ne sont pas habitués à recevoir autant d'oxygène. Et après, petit à petit, ça va s'équilibrer tout ça. Voilà, oui, il y a des départs parce qu'il est 14 heures que les gens ont travaillé. Voilà, merci pour votre écoute. Merci à toi. On a une petite question peut-être qu'on peut prendre de quelqu'un qui demande si tu as des conseils pour le psoriasis sur le cuir chevelu. Alors oui, le psoriasis sur le cuir chevelu, il va falloir masser régulièrement avec en ce moment de l'huile de coco. Et alors c'est vrai que pareil, hein, l'approche du corps n'est pas la même. Hein. Les Indiens se massent tous les jours, même les plus pauvres, parce que c'est celui qui se fait masser, qui est en bonne forme pour amener de l'argent dans la famille. Chez nous, le problème, c'est qu'avoir les cheveux gras, c'est mal vécu, mais c'est important de passer outre, soit d'attacher les cheveux et puis vraiment de prendre conscience que c'est ces moments qui permettent la guérison et l'harmonie et que c'est juste passager. Voilà. Donc voilà, massage du cuir chevelu. Il y a aussi une plante qui s'appelle le nîmes, qui est une plante qui a des actions purifiantes et qui nettoie le sang. Mais il faut savoir que les Indiennes se massent la tête une fois par semaine et elles dorment avec l'huile dans les cheveux et elles ont des cheveux magnifiques. Et l'huile sur le cuir chevelu va rafraîchir et nourrir. Après, il y a aussi, on peut faire un protocole avec l'Ayurveda pour le psoriasis, mais les respirations et le massage à l'huile et garder l'huile. Ok, très clair. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils et merci d'avoir été avec nous et d'avoir suivi. C'était super intéressant. Donc, merci Mireille. Tu as un petit souci de connexion pile poil à la fin. Je ne sais pas si tu m'entends encore. Bon, en tout cas, je continue. Du coup, merci à tous d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu. Vous allez recevoir le replay donc par mail, soit cet après-midi, soit demain. Donc, vous pourrez potentiellement refaire l'exercice proposé et puis en redécouvrir davantage en regardant le replay. Et vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous avec Mireille sur medocine.com. Donc, pour rappel, si vous ne saviez pas, sur Medocine, vous pouvez trouver des praticiens en médecine chinoise, en hypnose, en naturopathie, etc., qui ont été sélectionnés. Ça veut dire qu'on valide les diplômes et les formations. D'ailleurs, je vois que Mireille est partie, donc pile poil au niveau de la fin, elle a eu un souci de connexion. Ça s'est bien passé quand même. Hop. Elle revient en même temps. Hop, tu as eu un petit souci de connexion pour la fin. On n'a pas ton micro, là, Mireille, actuellement. Voilà, mais bon. Activé, voilà, là, ça va?
Ouais, c'est bon, c'est bon. Mais je faisais le petit mot de la fin, du coup, expliquer que sur Médoucine, les diplômes sont vérifiés et sélectionnés. Donc, ça vous permet de trouver un praticien certifié ou du moins qui est légitime pour pratiquer sa pratique et donc qui vous permet d'être sûr que cette pratique est bien adaptée, du moins à votre besoin et au choix du praticien que vous avez. Voilà, et puis tous les mois, on fait un petit webinaire comme ça sur différentes pratiques. Du coup, n'hésitez pas en même temps à vous inscrire à la newsletter, par exemple, pour être informé. Voilà, mais merci encore du coup, Mireille, d'avoir participé. Merci à tous. Merci Agathe, merci à toutes les personnes qui ont tendu l'oreille pour découvrir l'Ayurveda. Merci beaucoup. Et merci, on vous souhaite de passer une très bonne journée, très bon après-midi. Au revoir à tous. Merci, au revoir.